L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, tu nous parlais hier de l'université Harvard qui s'est tenue debout contre Trump en disant c'est pas vrai qu'on va dépluguer nos programmes EDI. Et là, on connaît le coût de leur entêtement, de leur courage, 2,2 milliards de dollars qui vont leur être refusés. C'était moins EDI que ce que leur imposait le président Trump sur la lutte contre l'antisémitisme. Donc, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, entre accorder le droit de parole ou reconnaître la liberté d'expression de critique du régime de Netanyahou, donc, et de l'antisémitisme, c'est là où Harvard dit, écoutez, on est dans nos plates-bandes, on est une université, c'est pas le président qui vient décider de la régie interne de l'université. Là où on se rejoint, c'est sur le respect ou non de la liberté d'expression. Et donc, on a dit, on refuse de faire ce que l'Université Columbia a fait, c'est-à-dire de s'imposer de nouvelles règles, puis même une surveillance accrue sur les campus. On pense pas avoir mal agi, puis on va continuer de faire. Puis les gens, bien sûr, ont le droit de... Oui. Ben Luc, on a vu des images, entre autres ici à McGill, à Concordia, mais aussi aux États-Unis, où des étudiants juifs se faisaient agresser et harceler. Vraiment, là, c'est pas seulement des manifestants pro-palestiniens qui critiquaient le régime israélien, c'est des manifestants pro-palestiniens qui écœuraient des étudiants parce qu'ils étaient juifs. C'est-à-dire que, ce qu'on a dit là-dedans, c'est on n'autorise pas l'antisémitisme. Et si antisémitisme il y a, on va intervenir. Mais on le fait à partir de deux choses. Il y a des recours devant les tribunaux. Les gens ont le droit de critiquer Harvard ou de poursuivre si on a l'impression que ça n'a pas été respecté. L'autre chose, c'est pas au président de décider de notre régie interne. C'est à ça qu'a réagi l'université Harvard. Donc, on a dit, c'est pas au président à nous imposer ça. Puis ce qu'on dénonce, c'est une forme de chantage du président et il le fait avec le média, il le fait avec les musées, il le fait avec les universités. C'est vous soumettez à ce que le président américain demande ou on vous coupe les vivres. Et Harvard avait, c'est ça que je te mentionnais hier, Harvard avait 9 milliards de dollars en jeu là-dedans. De subsides fédéraux pour recherche, projet, le financement en tout genre. Et donc, hier, ils font cette sortie très claire, très nette. On va continuer finalement à gérer notre université comme on le fait, bien sûr en respectant les cadres, les règles et la loi, mais pas en se soumettant à la volonté de Donald Trump. Ce matin, Barack Obama souligne le courage de l'université Harvard, lui qui est un ancien d'ailleurs de l'université Harvard, mais l'administration Trump est revenue à la charge et des 9 milliards de dollars en jeu, Harvard vient de se faire refuser dans une première salve 2,2 milliards de dollars. Donc, il y a un prix à payer pour résister à l'administration Trump, mais je répète, là où d'autres ont plié les genoux, là où d'autres se sont couchés, l'université Harvard, au moment où on se parle, continue à se tenir. Et moi, c'est le genre de choses que je surveille. C'est même pas une prise de position pro-palestinienne, pro-israélienne, c'est qu'on défend déjà la liberté d'expression aux États-Unis. Est-ce qu'on a besoin du président américain dans la gestion interne des universités pour s'assurer du respect de la liberté d'expression? Si on va au-delà, qu'on sévisse, bien entendu, mais qu'on sévisse contre les islamophobes ou contre les antisémites, qu'on sévisse des deux côtés. Mais on avait déjà abordé cette question. C'est pas vraiment la même chose, Luc. Moi, j'ai pas vu, je m'excuse, mais j'ai pas vu sur les images qui roulaient dans les bulletins d'information des étudiants musulmans se faire écœurer et harceler comme des étudiants juifs se sont fait harceler sur les campus. On n'a pas regardé les mêmes nouvelles, Richard. Puis s'il y a un groupe aux États-Unis que je surveille depuis le 11 septembre 2001, et c'est pas un penchant ou une prise de position pour le monde arabe et ou musulman, mais s'il y a un groupe qui a été ciblé par les autorités, par la police, qui a été ciblé par la violence, c'est ceux qu'on associe à tort, donc au terrorisme du 11 septembre 2001. Donc, ils ont déjà un héritage de ce côté-là. Puis je répète, il s'agirait d'aller voir en même temps les chiffres qui ont été rapportés par les autorités. Qu'est-ce que les services de police, qu'est-ce que le FBI a dénoté? Donc, il y a une hausse de l'antisémitisme, mais j'ai pas vu nulle part dire tiens, l'islamophobie est disparue ou des gestes de violence, agression verbale ou intimidation à l'endroit des musulmans, il n'y en a pas. Donc, ma position là-dedans comme commentateur, c'est vous avez la liberté d'expression, il y a des balises là-dedans. Est-ce qu'on la respecte? L'université, on peut effectivement faire ce que tu viens d'avancer, dire écoute, moi, ce que j'ai vu, l'université Harvard n'a pas fait sa job, mais il y a des recours pour ça.
c'est pas le président américain le recours. C'est à ça que répondait l'université Harvard. C'est pas à Donald Trump de venir nous dire comment on va gérer nos choses. Tout comme pour les programmes DEI, ou ces fameux programmes, on en discutait pas plus tard qu'hier, ces programmes dont on a remis en question les fondements, la discrimination positive. Je te disais, Harvard n'a pas réagi face à ça parce que Donald Trump l'a décidé. L'université Harvard a réagi quand la Cour suprême a dit finalement c'est discriminatoire votre politique. Ils ont décidé finalement maintenant d'y aller davantage offert en fonction du revenu et non plus, en guillemets, de la couleur de la peau ou de l'appartenance à un groupe ethnique quelconque. On a enlevé la couleur de la peau, puis on y est allé en disant faut qu'on finance les plus pauvres. Et ou qu'on aide finalement les plus pauvres à accéder à l'éducation supérieure. Et parmi les plus pauvres, il y a des Noirs. Ils sont surreprésentés parmi les plus pauvres. Ils vont donc bénéficier des programmes eux aussi. Luc, je veux revenir sur une autre nouvelle dont on avait parlé hier. Alors, ces Américains là, qui sont détenus au Salvador, entre autres, il y a un homme qui supposément n'avait rien à se reprocher et qui a été mis en prison au Salvador. Et là, tu dis que cette histoire-là peut mener à une crise constitutionnelle. Explique-nous ça. C'est sur 2 points. D'abord, faut souligner, c'est pas normal. Et c'est pas le fond de la question de l'immigration. C'est très important de le préciser. Il y a un problème pour l'immigration. Il y a surtout un problème d'immigration illégale. C'est problématique depuis plusieurs administrations. Donald Trump l'a bien compris. Il y a des sensibilités aux États-Unis et ça prend un président qui écoute ses concitoyens. Là-dessus, je vais suivre Donald Trump. Mais il existe des lois, il existe des manières de faire. Et là où Donald Trump exagère ces jours-ci et où on parle littéralement donc de crise constitutionnelle, c'est l'homme dont on parlait hier. On avait une très, très belle occasion. Là. On avait M. Bukele qui est à la tête du Salvador qui est sur place. C'est lui qui pouvait dire on va sortir cette personne-là qui est arrêtée et exilée injustement. Je vous la retourne aux États-Unis. Là, hier, il a dit non, c'est un criminel, ce qui n'est pas vrai. Et la Cour suprême a dit au président Trump, vous devez tout faire pour faciliter le retour de cet homme aux États-Unis. Ce que ne fait pas l'administration Trump. Ça veut dire que même la Cour suprême peut s'exprimer, dire à l'administration, voici ce que vous devez faire, et on a un président, puis le ministre de la Justice, une procureure générale, qui résiste. Et Donald Trump en a rajouté hier en disant, ça se peut qu'on arrête des Américains chez nous, en territoire américain, mais qu'ils soient emprisonnés au Salvador. Et il l'a pas fait encore. Ouais. Donc, je le dis, quand je parle de crise constitutionnelle, mais c'est ce qu'il a évoqué. Vous êtes arrêté. Pourquoi les Américains ne seraient pas envoyés dans des pénitenciers aux États-Unis, mais seraient envoyés dans un pénitencier dans un pays étranger? Pourquoi? Ta question est excellente. Oui. Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'évoquais un problème avec la justice et les tribunaux. C'est que normalement, tu es un citoyen américain, un criminel va être arrêté. C'est pas ça dont il est question. Normalement, tu as des droits, malgré tout, et tu es détenu aux États-Unis. Dans une prison, selon la gravité du crime, ça peut aller jusque dans une prison en sécurité maximale. L'entente entre M. Bukele et le président américain est tellement bonne, la chimie, le courant passe entre les deux, que M. Bukele serait même prêt à accepter que des Américains jugés pour un crime aux États-Unis vivent leur sentence au Salvador. On est en plein délire. Là. Ce serait quelque chose qui relèverait de la pure fiction. Mais retournez vérifier, c'est ce que Donald Trump a clairement laissé entendre hier. Et c'est là où je disais, comment c'est difficile de ne pas parler de dérive autoritaire quand on regarde tout ce qu'il fait. Et dans ce cas-ci, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il va aller jusqu'à le faire? Est-ce que la ministre de la Justice, l'Attorney General des États-Unis, la procureure générale, va-t-elle endosser et appuyer tout ça? Jusqu'à maintenant, en tout cas, elle appuie tout ce que Donald Trump demande. Et elle a clairement laissé entendre qu'elle était là pour faciliter finalement ce que Donald Trump souhaite pour les États-Unis. Donc, est-ce qu'on va voir ça? Je vais être le premier étonné, puis en même temps le premier choqué. Pas pour la défense des criminels, pour le non-respect de la loi, du droit, donc pour une société ou un État de droit. Et c'est, dans la période actuelle, ce qui me bouleverse. Pas le criminel lui-même. Le fait qu'on se permette de tricher ou de contourner la loi. Il y a qu'un président dans un régime autoritaire qui fait ça, pas un président qui respecte l'État de droit. Si un Américain est en voyage au Salvador et commet un crime au Salvador, il va être jugé par un tribunal salvadorien et envoyé dans une prison au Salvador. C'est une chose. Mais tu es un Américain, tu commets un crime supposément dans ton pays,
puis on va t'extrader, puis on va comme faire de la sous-traitance finalement. C'est un pays étranger qui va te prendre dans ses prisons. C'est du délire, Luc. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Salut Richard, bye.